bonjour à tous. Nous allons maintenant vous présenter les priorités de supervision de l'AMF. À mes côtés, France Mayer, qui est directrice de la division du suivi des prestataires de services d'investissement, du suivi des intermédiaires de marché, et Didier Deléage, qui est directeur adjoint de la direction de la gestion d'actifs. Alors, on va commencer, c'est un exercice traditionnel, par les contrôles spot. Vous savez que notre supervision recense en réalité deux métiers, deux pratiques, à la fois toutes les actions de suivi qui sont menées par les différentes directions de l'AMF et également les contrôles, dont les contrôles spot sont un des outils, mais pas le seul. Je rappelle que l'AMF mène chaque année entre 55 et 60 contrôles sur des thèmes et auprès d'acteurs très différents que nous régulons. Sur ces contrôles, environ une moitié sont des contrôles dits de supervision. Maintenant, vous êtes tous familiers avec cette terminologie spot. Donc les spots représentent environ la moitié de la totalité de nos contrôles. Alors ces spots, en réalité, participent de nos actions de supervision. Nous communiquons chaque année, maintenant c'est devenu une tradition, sur nos priorités de l'année en cours pour vous permettre justement, au cas où vous ne seriez pas préparé sur les thèmes, de vous y préparer. Chaque début d'année, la première quinzaine de janvier, nous publions nos priorités de supervision dans lesquelles nous rassemblons l'ensemble des thèmes que nous allons visiter au cours de l'année, tant en contrôle qu'en action de suivi. Mais les contrôles spot ne sont pas les seuls, puisque nous faisons aussi des contrôles classiques de supervision qui n'ont pas vocation à se terminer par des suites répressives. Et donc tout ça participe d'une meilleure connaissance des pratiques et de notre supervision. Alors sur le calendrier, vous avez là quelque chose, enfin ce graphique est maintenant assez traditionnel, reprend les sociétés de gestion. Donc vous avez nos 4 thématiques qui ont été engagées côté acteurs sociétés de gestion en 2022 et dont les synthèses ont déjà été publiées ou vont être publiées plus exactement, puisque pour les 2 thématiques valorisation, à la fois valorisation immobilier et valorisation des obligations corporate, c'est un thème important, d'une manière générale, la valorisation du non-coté. Nous devrions publier ces synthèses en mai et en juin. Tout ça est fait aussi avec nos collègues de la direction de la gestion d'actifs qui ont engagé un suivi sur tout ce qui était private equity, LTIF. Et donc, ça s'inscrit également dans un CSA, donc une action de supervision européenne qui est menée par l'ESMA. Ensuite, nous publierons en juin la synthèse du spot finance durable qui a été engagé en juillet 2022 sur le respect des engagements contractuels des sociétés de gestion. Et puis, un peu plus tard dans l'année, probablement après l'été, nous publierons la première synthèse sur la qualité des données orientée FRA, questionnaire lutte anti-blanchiment et ROSA. Alors pour les 4 thèmes qui sont les thèmes de 2023 côté société de gestion, celui de la cybersécurité, on va y revenir. C'est un thème maintenant qui est récurrent puisqu'on avait déjà lancé 2 vagues cybersécurité en 2019 et 2020. Nous allons également, alors cybersécurité, nous sommes en train de finir le cadrage. La mission devrait démarrer dans les prochaines semaines, probablement d'ici la fin du mois de mars.
Puis nous enchaînerons par la délégation de gestion que les sociétés de gestion donnent ou reçoivent. Et là, les investigations seront axées principalement sur la gouvernance et les moyens humains, ainsi que sur le dispositif de contrôle des risques associés à ces délégations. Un peu plus tard dans l'année, nous referons une mission finances durables orientée plus sur la directive SFDR. Et puis nous finirons là aussi par qualité des données, mais sur tout ce qui est MMF, AIFM, ratio et puis notre outil ROSA. Donc ce qu'il faut retenir côté société de gestion, c'est finalement 3 thèmes. Si on met à part, si je puis dire, la valorisation, qui est une thématique récurrente qui revient pratiquement dans toutes nos actions ou dans pratiquement toutes nos actions de contrôle, notamment sur des sociétés de gestion qui gèrent des actifs non cotés, il y a 3 thèmes majeurs qui se dégagent, qui sont la donnée, la data. On va y revenir. C'est le premier thème. Le deuxième, c'est celui de la finance durable. Et puis le troisième, c'est celui cybersécurité. Vous voyez, finance durable, il y a une mission, il y a une synthèse qui atterrit et on repart en septembre 2023 sur une autre. Donc il faut avoir ces 3 thèmes bien en tête, que vous les ayez bien en tête, et on va y revenir dans les slides qui suivent. Alors sur les autres acteurs, donc les autres prestataires de services d'investissement, à la fois intermédiaires de marché et distributeurs d'instruments financiers, commercialisateurs. Nous avons atterri sur le spot dépositaire en octobre 2022, on va y revenir. Nous sommes, alors là c'est un scoop que je vous donne, nous sommes en train d'atterrir sur le spot fourniture de données de marché, puisque à l'heure où je vous parle, le collège est en train d'étudier, on est en train de lui présenter la synthèse que nous proposerons, si le collège la valide, de publier d'ici une quinzaine de jours. Et puis, pour les thèmes 2023, qui sont, côté psy, des thèmes qui sont orientés sur la commercialisation, donc les psy-distributeurs. On va démarrer un thème sur les réclamations. Et puis ensuite, donc les réclamations, ça devrait démarrer, les 5 panélistes, si je puis dire, devraient recevoir les inspecteurs dans les 10 prochains jours. Et puis ensuite, nous verrons la documentation commerciale des OPCVM, donc sur l'aspect commercialisation, sur les aspects ESG. Et puis un thème un peu particulier qui est la commercialisation des SCPI en démembrement au mois d'avril. Alors sur les dépositaires, un petit mot, puisque c'est une synthèse qui a été publiée en octobre. C'était pour nous une synthèse importante. Ce rôle de dépositaire est un rôle absolument central pour nous, puisque l'enjeu, c'est le contrôle et c'est la surveillance de tout cet écosystème de gestion d'actifs. Nous avons analysé 5 thèmes, l'organisation, la gouvernance, mais également les diligences menées par les dépositaires dans le cadre de l'entrée en relation avec les sociétés de gestion et dans le cadre du suivi et du contrôle de ces sociétés de gestion clientes. Et puis les diligences réalisées en matière de conflit d'intérêts lorsque notamment les sociétés de gestion appartiennent au même groupe que le dépositaire. Et ensuite le dispositif de contrôle. Mais je laisse la parole à Laure Calouf et Vanessa Descamps pour les principaux enseignements de ces contrôles dans une vidéo. Ce contrôle a porté sur les obligations de 5 dépositaires lors de l'entrée en relation avec leur société de gestion cliente et dans le cadre de leur suivi. Lors de nos investigations, nous avons relevé 26 bonnes pratiques et 20 mauvaises pratiques.
Lorsque nous menons un contrôle spot, nous ne faisons pas de doctrine, c'est-à-dire que nous n'établissons ni position ni recommandation. Ce que nous faisons, c'est d'identifier chez les établissements contrôlés les pratiques en vigueur, étant précisé qu'une bonne pratique est susceptible de favoriser la réglementation, à l'inverse d'une mauvaise pratique. Alors, des manquements réglementaires ont également été identifiés car les dispositifs des établissements n'étaient pas satisfaisants. Le scoring des sociétés de gestion, c'est-à-dire leur notation périodique, est apparu central car les résultats qui en découlent ont une incidence sur les diligences qui seront effectuées par les dépositaires dans le cadre du suivi des sociétés de gestion. Il a été intéressant et rassurant de constater que les plus mauvais élèves, à savoir les sociétés de gestion les moins bien notées, sont les mêmes au sein des différents dépositaires, et ce, malgré des méthodes de notation elles-mêmes toutes différentes. Alors, dans les établissements que nous avons contrôlés, le dispositif de réaction aux anomalies a été incorrectement conçu et mis en œuvre. Donc, ce dispositif doit être déclenché par le dépositaire en cas de détection d'écart avec les dispositifs prévus pour la surveillance des sociétés de gestion. Plusieurs étapes sont prévues en fonction de la gravité des écarts qui sont constatés, devant aller jusqu'à l'information de l'AMF. Cette insuffisance s'explique par des degrés de maturité différents des dispositifs en vigueur au sein des dépositaires. Cette insuffisance s'explique surtout par la volonté des dépositaires de préserver leurs relations d'affaires avec leur société de gestion cliente. Il est vrai que la crise sanitaire n'a pas facilité la transmission des pièces et des éléments entre dépositaires et sociétés de gestion. L'identification d'éventuels conflits d'intérêts en présence d'un lien de groupe entre les sociétés de gestion et les dépositaires est apparue inefficace, voire absente, malgré l'existence d'un risque accru. Les exigences réglementaires sont pourtant claires et les diligences faciles à déployer. Cela est d'autant plus surprenant qu'au sein d'un même groupe, les éléments et pièces sont facilement accessibles et de plus, le nombre de sociétés de gestion concernées est limité. Les dépositaires ont un rôle central dans le bon fonctionnement de la gestion d'actifs et dans la protection des investisseurs, ce qui passe par une surveillance rapprochée des sociétés de gestion. Les échanges avec l'AMF sont incontournables en cas de survenance d'incidents et de fraude. Alors, comme vous l'aurez compris, les dépositaires sont un acteur important dans le cadre de la surveillance des fonds et des sociétés de gestion. C'est pourquoi on va sans surprise retrouver le thème dépositaire au nombre des priorités 2023. Alors, ce n'est pas le seul acteur de l'écosystème sur lequel repose les remontées d'informations vers l'AMF. Les commissaires aux comptes des fonds et des sociétés de gestion sont également concernés. Et des discussions ont eu lieu d'ailleurs récemment avec la CNC, entre l'AMF et la SNCC pour mieux normer en fait les remontées de la part des commissaires aux comptes. Si on revient sur le thème des dépositaires, donc on a à nouveau ce sujet à l'ordre du jour des priorités 2023. Donc pas de spot cette année, il n'y aura pas une réédition de ce qui a été mené en 2022. Maintenant, 2 axes prioritaires de supervision pour la direction de la gestion d'actifs sur les dépositaires. D'une part, et ça a déjà été évoqué lors du spot, le processus d'escalade et d'information du régulateur en cas d'anomalie. L'idée étant de s'appuyer mieux sur ce qui est détecté au niveau des dépositaires dans le cadre des actions de supervision menées par l'AMF. Et un deuxième thème qui est le contrôle de la régularité des décisions des sociétés de gestion sur tout ce qui est ratio et engagement extra-financier. Alors c'est un thème qui est à la fois un petit peu nouveau et finalement qui ne l'est pas tant que ça, puisque les engagements extra-financiers qui peuvent être pris dans un OPC, dans son prospectus, comme par exemple le respect d'une notation minimum ou d'autres types de ratios ou engagements extra-financiers, n'échappent pas au périmètre du principe général de vérification de la régularité des décisions de la société de gestion au niveau du dépositaire. Dit autrement, ça n'est pas parce que c'est extra-financier et non financier que ça doit subir une exception particulière. Donc on attend cette année les dépositaires sur les actions qu'ils auront déployées pour s'assurer de cette régularité, tout en reconnaissant qu'en matière extra-financière, ils vont parfois dépendre d'informations propriétaires se situant au niveau des sociétés de gestion, comme par exemple les notations internes qui ont pu être établies sur chacun des titres présents en portefeuille par la société de gestion elle-même. Voilà, donc avec des problématiques de données associées. Ce qui me permet d'introduire le thème suivant et de passer la parole à France sur le point suivant de l'ordre du jour qui est la qualité de la donnée.
Alors, la qualité des données, ce n'est pas une priorité de supervision qui est toute nouvelle pour vous. Vous êtes familier puisque c'était déjà une des priorités stratégiques de l'Union européenne, et ce depuis 2021, et elle avait même été annoncée fin 2020. Ce qui est peut-être encore mal appréhendé, c'est le fait que ce qu'on recouvre par la qualité des données, c'est un grand champ de domaines. C'est non seulement les reportings à destination des régulateurs nationaux, donc c'est, s'agissant des prestataires de services d'investissement, le RDT, enfin le reporting au titre de MIFIR, c'est également EMIR, SFTR. S'agissant des sociétés de gestion, il y a par exemple les reportings MMF ou AIFM. Mais la qualité des données, ce n'est pas seulement les reportings que vous nous transmettez directement ou via des ARM ou des TR. Ce sont également les données de référentiel qui sont transmises à l'ESMA, comme par exemple le référentiel des instruments financiers, où son petit nom c'est FIRDS, vous êtes pour certains familiers avec cette dénomination. Ce référentiel, il est maintenu par l'ESMA, mais il est transmis par les plateformes de négociation et internalisateurs systématiques. On peut parler aussi de données référentielles qui sont transmises à l'ESMA, comme par exemple les données qui permettent à l'ESMA d'effectuer ses calculs de transparence et de liquidité des instruments financiers. Et enfin, la qualité de données, c'est aussi la publication des données, celles qui sont dues au titre des exigences de transparence pré-négociation ou post-négociation. D'ailleurs, 2 ans après l'entrée en application de MIF 2, donc en mai 2020, l'AMF avait dressé un premier bilan dans une étude, un premier bilan sur les mesures de transparence et notamment sur les conditions d'accès à l'utilisation de ces données de transparence post-négociation par les intervenants de marché sur des titres souverains. Il ressortait de cette étude, donc on parle de 2020, fin 2020 même, il ressortait de cette analyse que la transparence, elle était insuffisamment accessible, elle n'était pas suffisamment fiable et elle n'était pas suffisamment pertinente pour que les investisseurs puissent s'en saisir pleinement. Ce qui d'ailleurs a motivé, Nicolas, je crois, un contrôle spot dont tu vas nous dire quelques mots. Oui, c'est un contrôle spot qui a été initié juste après, donc oui, en parallèle des actions de suivi. C'est un contrôle spot qui a été mené essentiellement en 2021, donc qui commence un peu à dater, sur le thème de la transparence post-trade. La synthèse auquel je vous renvoie a été publiée il y a presque 1 an maintenant, en avril 2022. En réalité, dans le panel, on avait un panel de 5 acteurs, donc transparence post-trade, je précise, mais il s'agit du marché obligataire de gré à gré. C'est un marché très très particulier, mais sur lequel il nous semble qu'il est absolument essentiel que les acteurs et le marché soient totalement informés de ces opérations. Donc sur le panel, on avait 5 acteurs, 3 qui étaient de grands établissements qui pratiquaient l'internalisation systématique pour ceux qui sont familiers avec ces pratiques, et puis 2 établissements exploitant un système organisé de négociation, un ETF. Donc on a relevé un certain nombre de mauvaises pratiques qui ont été identifiées. Bon, dans les mauvaises pratiques, je dirais simplement, globalement, on a été étonné par le fait que les psys qu'on a contrôlés ne mettaient pas à disposition et finalement utilisaient ces reportings et ces publications plus dans un rôle un peu, comment dirais-je, réglementaire et administratif, et ne mettaient pas ces publications en ligne pour s'assurer que les différents acteurs du marché aient bien connaissance des opérations qu'ils rendaient compte. Donc il y avait sur ce thème vraiment un certain nombre de défaillances et de mauvaises pratiques qu'on a mis en évidence dans cette synthèse. Alors, du coup, une fois que les contrôleurs ont fini leur mission de contrôle sur ce panel de 5 prestataires d'investissement,
Il revient désormais à mon équipe en 2023 de suivre les améliorations qui ont été demandées à ces prestataires de services d'investissement au travers de cette mission de contrôle spot. Alors nos actions de supervision, elles ne vont pas se limiter à des actions sur ce panel de 5 psy. Donc oui, on va suivre les mesures correctives qui ont été demandées, mais en parallèle, on va poursuivre des actions de supervision qu'on avait déjà commencé courant 2022, qui va porter sur les autres acteurs importants du monde obligataire qui n'ont pas été couverts par la mission de contrôle spot. Donc on vous invite à lire attentivement la synthèse qui a été publiée maintenant, comme tu le disais, il y a un peu plus d'un an. Ce qu'on va faire, nous, on va reprendre globalement les mêmes étapes que les contrôleurs avaient vues dans le cadre de cette mission de contrôle spot, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à analyser la gouvernance mise en place. Est-ce qu'il y a par exemple des contrôles sur la prestation qui a été réalisée par le dispositif de publication agréé que vous avez choisi? Comment sont gérés les incidents de publication? Est-ce que c'est au niveau de l'éligibilité des trades qu'il y a un incident? Est-ce que c'est au niveau de la correcte détermination des caractéristiques du trade? Ou alors est-ce que c'est plutôt lors du délai de publication? Donc ça, c'est le premier volet qu'on va regarder. On va regarder aussi le dispositif de contrôle qui a été mis en place, puisqu'il y a quand même quelques faiblesses que le contrôle a vues au travers de sa mission. C'est que le périmètre de contrôle était parfois pas exhaustif et ne couvrait pas certaines activités ou certaines petites parties d'activités. On va également regarder s'il y a une correcte répartition entre les contrôles de premier niveau et les contrôles de second niveau, avec une attention toute particulière sur le fait que la conformité n'est pas censée faire des contrôles de premier niveau. Donc ça, c'est un peu sur notre volet transparence post-trade. Sur le volet qualité des données, et là je reviens sur les reportings qui nous sont dus, ce sont les reportings qui sont dus au titre des prestataires des services d'investissement. Je vous ai mis quelques chiffres pour vous dire que nous avons une matière riche. C'est une matière qu'on utilise quotidiennement dans notre supervision au quotidien. On a des écrans qui sont déployés en interne pour nous permettre de suivre l'évolution des activités de nos prestataires de services d'investissement. Alors forcément, ces trois reportings n'ont pas un niveau de maturité qui est équivalent. On est bien plus mûr s'agissant du reporting des transactions et beaucoup moins s'agissant de SFTR. Pour autant, sur ces trois reportings, on fait un constat un peu général. On constate un peu trop souvent que les psys attendent un retour des services de l'AMF avant de vérifier la qualité et l'exhaustivité des reportings qu'ils nous envoient. On constate des problèmes de qualité de données qui sont récurrents souvent, avec des délais de résolution et des bug reporting qui sont assez longs, et ça nécessite un travail de suivi de l'AMF très important. Donc j'attire juste votre attention sur le fait que les psys doivent se responsabiliser et vérifier en amont les données qui sont envoyées aux régulateurs. C'est d'autant plus important que l'ESMA est aussi très attentive sur ces sujets. Je reviendrai un peu plus tard, par exemple, sur les tests que l'ESMA réalise. Bien sûr, on va continuer nos actions de supervision pour améliorer quand même la qualité des reportings. S'agissant du reporting MIF, donc sur 2023, l'équipe de Michel Degrise a commencé une campagne de tests qui porte sur des montants aberrants avec des psy pilotes. Ces montants aberrants sont en train d'être calibrés selon les classes d'instruments financiers sur lesquels les transactions portent. Et le but, c'est ensuite d'élargir la cible des psy pilotes. Il est prévu en 2023 plusieurs campagnes thématiques à venir. Une campagne, par exemple, sur les transactions réalisées par la clientèle de détail, mais également aussi une campagne sur les succursales pour mettre en cohérence ce que nous recevons via le TREM, qui est l'échange, enfin le moyen par lequel les régulateurs européens échangent des données de transactions, et le questionnaire des succursales entrantes, et je reviendrai un peu plus tard sur ce questionnaire.
Ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'on fera une campagne, on fera une communication associée sur le site de l'AMF. Cette communication rappellera la règle, rappellera les problèmes rencontrés et incitera du coup les psys à apporter des contrôles afférents. Pour ce qui est du reporting EMIR, donc là typiquement par exemple, l'ESMA, on a des tests mensuels avec l'ESMA, ils ne vous sont pas envoyés tous les mois, mais ces tests portent sur le pairing, donc l'appariement des transactions via l'identifiant unique de transaction et aussi le matching, donc la réconciliation des caractéristiques des transactions. Seules les entités qui présentent un taux d'anomalie significatif au niveau européen sont approchées pour le moment par l'AMF. Sur EMIR, ce qu'on peut constater, c'est souvent un problème de reporting qui a trait au NFC, puisque vous le savez, le reporting EMIR impose aux financial counterparties de déclarer les transactions pour le compte des NFC, sauf si les NFC réalisent leur propre contrôle. Et on s'aperçoit parfois qu'on a des doublons sur cette partie-là. Sur EMIR, il y a certaines campagnes thématiques qui vont être réalisées, notamment sur les déclarations face aux chambres de compensation européennes. Je ne reviens pas sur la préparation EMIR Refit, puisque Stéphane vous en a touché un mot ce matin, un peu plus tôt. Sur le reporting SFTR, on rencontre quelques problèmes aussi de ou de sous-reporting. Un petit mot pour vous dire que l'ESMA est en train de modifier les règles de validation SFTR. On n'a pas encore de date précise à ce jour, mais les travaux devraient aboutir courant T3 2023. Et sur SFTR aussi, on fera quelques campagnes thématiques. Voilà ce que je pouvais vous dire s'agissant de la qualité des données pour les reportings qui nous sont envoyés. Mais un autre aspect de la qualité de la donnée, c'est la mise à disposition des données de marché, que ce soit en pré ou post-négociation. C'est un élément essentiel pour obtenir une vue d'ensemble des activités de négociation. Et cette fourniture des données de marché par les plateformes de négociation a fait l'objet d'un contrôle spot. Nicolas, que tu vas détailler. Oui, c'est celui dont je vous annonçais que le collège était en train d'en débattre à l'heure où nous parlons. Donc j'espère que la synthèse devrait pouvoir être publiée d'ici une dizaine de jours. C'est un spot qui a été mené auprès de 4 établissements qui exploitent une plateforme de négociation. Ce sujet pour nous est un sujet là aussi important, puisque le coût de la donnée de marché nous semble vraiment parmi les sujets essentiels. Déjà, MIF 1 prévoyait que les prix des données de marché devaient être fixés, je cite, à des conditions commerciales raisonnables. MIF 2, qui a été complété par des orientations de l'ESMA, a précisé un certain nombre de règles dans ce domaine. Et donc le spot a regardé tout ça. Bon, on a abordé la question de la clarté et de la transparence des politiques en matière de données de marché. Celle sur la fourniture des données sur une base commerciale raisonnable, comme je le disais, puisque c'est vraiment le point qui était déjà mis en avant dans MIF 1, qui commence à dater. Et puis, bien sûr, la mise à disposition gratuite des données 15 minutes après leur publication, puisque c'est aussi une règle qui s'impose. Voilà, les sujets de qualité de données ne concernent pas que les données de marché. Les sociétés de gestion de portefeuille sont également très directement concernées, dans un contexte où, d'une part, comme vous l'avez noté, il y a eu une multiplication ces dernières années des obligations de reporting de toute nature, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. On a également contribué à vous demander des données quand on a estimé qu'elles étaient nécessaires pour mener à bien nos missions de supervision. On a également, dans le cadre du déploiement de l'extranet ROSA, on vous demande d'alimenter cet outil en données qui sont fiables. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces données? On a besoin de ces données d'une part pour mener à bien les missions de supervision du risque systémique qui incombe à l'AMF, comme par exemple, sans rentrer dans le détail, la surveillance du levier dans les FIA au titre de l'article 25 de la directive AIFM, mais également
à des fins de supervision, de détermination en fait des situations sur la base des données qui nous sont remontées, où l'attention du régulateur est souhaitée. Donc ce qu'on appelle la supervision qui est assistée par la donnée et dont on va vous indiquer dans la vidéo qui va suivre les grandes lignes. Depuis plusieurs années, l'AMF développe une approche de supervision par les risques à l'aide de la donnée. Il s'agit d'une part d'un outil dit gestion de campagne, nous permettant de requêter de façon plus structurée des données en provenance de la place, et d'autre part, il s'agit d'outils permettant d'exploiter de façon beaucoup plus structurée en interne le résultat de ces requêtes. Ces différents éléments nous ont permis de contribuer à plusieurs priorités de supervision stratégique. Il s'agit par exemple de la supervision du risque posé par les fonds monétaires. Il s'agit également de la supervision du risque systémique issu de l'effet de levier en application de la directive AIFM. Il s'agit enfin du suivi des restrictions d'investissement à un niveau individuel et agrégé sur la base des données transmises par les sociétés de gestion de portefeuille. D'une part, cette utilisation plus systématique de données s'accompagne d'une sensibilité accrue en termes de qualité de données. Afin d'aider les acteurs à remplir leurs obligations réglementaires en la matière, l'AMF a développé des points de contrôle de qualité de données, ou Data Quality Check, qui permettent d'assurer que les données sont cohérentes et précises. Ces points de contrôle de qualité de données seront développés de plus en plus à l'avenir. Il s'agit par exemple de 30 points de contrôle sur le reporting AIFM. D'autre part, cette sollicitation plus systématique des acteurs de la place a fait naître un besoin de plus de prévisibilité de l'action de l'AMF lorsqu'elle était possible. En ce sens, depuis décembre 2022, l'AMF publie et publiera trimestriellement un planning prévisionnel des collectes de données ad hoc permettant de donner de la visibilité à la place sur les éléments qui seront attendus de sa part. Enfin, l'année 2023 sera marquée par la mise en production de ROSA produits. Ainsi, des efforts de mise en qualité de données seront attendus de la part des acteurs d'ici là. Je l'ai indiqué, on a fait des spots sur la donnée. Bon, il y en a un qui atterrit, je vais aller vite, en 2022, je l'ai indiqué en préambule. Et on en redémarre un, toujours sur ces données en 2023, axé davantage MMF, sur le reporting MMF et AIFM. Et donc, une fois encore, ce thème de la donnée est vraiment un thème essentiel et au cœur de nos missions pour 2023. Alors, au-delà du thème de la donnée, je l'ai dit en introduction, il y a également celui de la finance durable. Nous allons maintenant aborder cette thématique qui est elle aussi au cœur de nos priorités de supervision. Oui. C'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas avoir aussi un chapitre finance durable dans les priorités de supervision. Donc, concernant les sociétés de gestion, il y a plusieurs choses. En 2022, des actions de supervision ont été menées sur le respect des engagements contractuels extra-financiers qui ont été pris au niveau des fonds. Je ne reviens pas sur le sujet dépositaire, le rôle de contrôle des dépositaires que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Donc, ça a pris la forme de questionnaires qui ont été adressés par la direction de la gestion d'actifs et d'un contrôle spot. En 2023, rebelote, il y aura à nouveau des questionnaires et des contrôles spot, ce coup-ci, sur l'application du règlement SFDR. Et comme il a été dit ce matin dans la session sur l'actualité réglementaire, on est sur une thématique où bien que la matière ou la date d'entrée en vigueur des textes soit encore relativement récente, on en fait une priorité de supervision, je dirais par exception à l'usage qui veut qu'on n'aille pas regarder immédiatement l'application d'un nouveau texte quand il est rentré en vigueur. Il y a un enjeu qui est important sur ces textes-là et une volonté politique d'aller vérifier très rapidement l'application par les acteurs des différentes dispositions de ces textes. Alors, on va faire un spot, je l'ai indiqué, là c'est orienté psy-distributeur. On va faire un spot dans les prochaines semaines sur les documents commerciaux des EPC en regardant donc l'aspect ESG. On est en train de constituer un panel de 5 distributeurs et on va essentiellement regarder ce dispositif de validation de la documentation commerciale sur la base d'échantillons. Le lancement prévu est en avril. Il y a un questionnaire de la direction de la gestion d'actifs qui est en train d'être dépouillé à ce sujet et donc on prendra la suite. Tout ça s'inscrit dans un CSA de l'ESMA sur lequel nous avons vocation à restituer à l'ESMA en fin d'année. Alors, il ne fallait pas oublier non plus les administrateurs d'indices sur le volet finances durables. Donc, ils seront également
visés. Alors pour certains, vous avez été d'ores et déjà sollicité l'année dernière au travers d'un questionnaire ESMA qui avait été d'un questionnaire qui avait été élaboré par l'ESMA et qui portait sur les disclosures des indices de référence s'agissant de la fourniture d'indices de référence ESG. Les conclusions de ce questionnaire étaient plutôt négatives puisque au global, au niveau européen, il s'avérait que certains indices qui ne poursuivaient pas ou qui ne prenaient pas en compte les facteurs ESG, eh bien, il n'y avait aucune mention dans les benchmark statements. Et dans les benchmark statements, lorsque ces indices poursuivaient ou prenaient en compte des facteurs ESG, les facteurs pris en compte manquaient totalement de précision. Donc, ce qui a été décidé au niveau de l'ESMA, c'est de conduire un Common Supervisory Action sur les exigences de publication des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les benchmark statements et dans la méthodologie. Donc, cette publication, elle doit être faite au niveau des indices des indices de référence ou des familles d'indices de référence. Je ne peux pas vous dire grand-chose pour le moment sur la définition de la méthodologie, puisqu'elle a pris un peu de retard. Elle devrait aboutir au Q3 2023. Ce que je peux vous dire, c'est que l'AMF fait partie de ce Common Supervisory Action avec d'autres autorités compétentes, ainsi que l'ESMA, puisque l'ESMA est également autorité compétente des administrateurs d'indices qui ont fait l'objet d'une reconnaissance. On va décliner ce CSA auprès de environ 5 ou 6 administrateurs d'indices ESG et on commencera à vous solliciter plutôt en fin d'année 2023. Donc je pense que c'est plutôt Q3 2023, Q2 et ça finira, je pense, au Q2 2024. Pour le moment, ce qui est prévu, c'est de faire un rapport de synthèse auprès de l'ESMA. Je ne sais pas si ça fera l'objet de questions-réponses ou de guidelines. C'est un peu prématuré pour savoir les conclusions finales. Je vais passer assez vite parce que je crois qu'on manque un peu de temps, d'autant plus que ce sujet-là, c'est les activités transfrontières des prestataires de services d'investissement au titre de MIF 2, fera l'objet d'un atelier cet après-midi. Je vais juste vous dire simplement que la supervision des activités transfrontières, c'est depuis quelques années déjà un des points d'attention à la fois de l'ESMA, mais aussi des régulateurs nationaux dans leur ensemble. Il y a un public statement, un supervisory briefing de l'ESMA qui a été publié, je crois, en décembre 2022, qui donne quelques guidelines au NCA s'agissant de l'agrément, des notifications de passeport, mais aussi de la supervision ongoing ou même des contrôles et enquêtes. Il faut savoir que les supervisory briefings, même s'ils s'appliquent au NCA, les NCA vont forcément les faire redescendre vers vous. Donc c'est toujours une lecture intéressante à avoir pour vous. Un autre point, et on reviendra plus en détail cet après-midi pour vous dire que selon la modalité de la fourniture de services d'investissement, le niveau de compétence de l'AMF est forcément différent, selon que c'est le régulateur d'origine ou le régulateur d'accueil. Pour autant, les enjeux sont toujours de l'ordre de deux. Il y a deux dimensions. C'est la protection des investisseurs dès lors que les activités transfrontières sont à dimension retail et bien sûr l'intégrité des marchés dès lors que ces activités ont une dimension wholesale. Précédemment, les contrôles se sont surtout attachés ont surtout porté sur les succursales françaises de prestataires de services d'investissement européens qui commercialisaient des produits très complexes et très risqués à la clientèle française. Il s'agissait pour la plupart des fournisseurs de CFD et de Rolling Spot Forex. Donc il est normal désormais qu'en 2023, les contrôles portent un accent, cette fois-ci, sur le dispositif de contrôle de conformité des PSI français, dès lors qu'ils réalisent des activités soit en LPS, soit au travers de succursales en Europe. S'agissant des actions de supervision, on va les détailler lors de l'atelier de cet après-midi, mais on va, en deux mots, on va renforcer notamment notre supervision
sur les succursales françaises de psy européens, en évaluant régulièrement l'ampleur des services qui sont fournis en France et les risques qui y sont associés. Et on continuera à monitorer l'activité qui est réalisée en LPS. L'idée derrière, c'est toujours une préoccupation de la protection des investisseurs. Et je laisse du coup Nicolas détailler les autres actions qui seront réalisées en lien avec la protection de l'épargne. Oui, on est très en retard, donc je vais aller vite. Donc la supervision des activités transfrontières, c'est vraiment un enjeu de protection. La protection de l'épargne, je pense que vous l'avez bien compris, c'est au cœur de notre métier, du métier du régulateur. C'est la thématique centrale, ça fera incontestablement le cœur de notre nouveau plan stratégique. Alors on fait beaucoup de contrôles de commercialisation, justement pour s'assurer que l'épargne est bien protégée. On va viser les agents liés et on le fait de plus en plus. Ça, maintenant, on intègre cette dimension agent lié dans nos contrôles. On va faire des contrôles, je l'ai annoncé, spot sur le thème de la commercialisation de SCPI par voie de démembrement. Le traitement des réclamations, c'est un spot qui démarre dans les prochains jours. Ensuite, nous devrions... oui, sur les CIF, oui, c'est un point essentiel, certes. Vous êtes, j'allais dire, en tant que responsable de la conformité, moins directement concerné, et quoique dans les sociétés de gestion, souvent, beaucoup des produits sont distribués par l'entremise des CIF. Les CIF, pour nous, c'est un thème qu'on regarde et qu'on contrôle depuis déjà de nombreuses années. On renforce ces contrôles sur les CIF puisque ça nous permet aussi de voir des produits un peu nouveaux, atypiques, non autorisés à la commercialisation par l'entremise des CIF. On s'aperçoit de tout un tas de choses et on essaye lorsqu'on relève des produits qui n'auraient vraiment pas dû être commercialisés, de communiquer le plus possible, même si parfois c'est compliqué. On a mis en place et on renforce depuis déjà 2 années nos échanges avec les associations professionnelles de CIF, puisque les CIF, il y a plus de 6000 CIF, c'est très compliqué pour le régulateur de tous les voir. Et donc, la montée en compétence des associations professionnelles est très importante. On organise maintenant depuis près de 2 ans des webinaires, 4 à 5 par an, où dans toutes les régions de France, on va transmettre les enseignements de nos contrôles et de nos actions. Alors, dernier thème très important, je l'ai indiqué, c'est la cybersécurité. Didier ? Merci. Nous arrivons au dernier thème de cette présentation, sur un thème qui fera également l'objet d'un atelier de cet après-midi avec la participation de l'ANSSI. Alors c'est un thème qui n'est pas complètement nouveau puisque le thème de la cybersécurité a déjà fait l'objet de contrôles spot en 2019, en 2020. Il fera à nouveau l'objet d'un contrôle spot en 2023, mais qui sera focalisé sur tout ce qui est processus, diligence entre les sociétés de gestion et les prestataires informatiques, s'agissant d'une thématique qui est à la veille d'une forte évolution avec l'entrée en vigueur en janvier 2025 du règlement européen DORA. D'ailleurs, si je peux vous faire passer un petit message, c'est de commencer à vous intéresser aux dispositions de DORA dès aujourd'hui, compte tenu de la planification des projets dans vos différentes maisons. C'est cette année qu'il faudra planifier les projets à réaliser en 2024 pour se mettre en conformité avec les exigences de DORA pour une entrée en vigueur en janvier 2025. Ça va finalement arriver relativement vite. Donc dans ce cadre-là, il y a des exercices qui ont été menés par l'AMF avec quelques panel du SGP en préparation de DORA sur les fournisseurs informatiques tiers jugés critiques. Et de manière connexe à ce thème-là, là on est sur l'application des guidelines de l'ESMA, on n'est pas directement sur l'application de DORA. Une collecte de données qui a été effectuée sur la supervision de ce que la version française appelle des prestataires de services en nuage, donc en anglais du cloud computing, qui a été collectée au premier trimestre dans le cadre des obligations incluses dans les guidelines de l'ESMA.
Voilà, je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce qu'encore une fois, ce thème sera développé plus en détail dans les ateliers de cet après-midi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention sur la présentation de ces priorités de supervision et nous cédons la place sur l'estrade au panel suivant qui sera consacré aux compositions administratives et à la jurisprudence de la commission des sanctions. Merci beaucoup.